On est déjà rendu au baseball du mois de mai. La saison est installée. Il commence à être temps de s'intéresser au classement. On est à ce point-ci de la saison du baseball majeur. Épisode numéro 60 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute. Que ce soit ceux qui nous écoutent en live à 20h, sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube, ou que ce soit pour tous ceux qui nous écoutent sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Charles-Alexis Brisebois à l'animation, comme d'habitude, et j'ai à mes côtés Sébastien Berroir. Monsieur Berroir, comment allez-vous? Ça va bien. De retour à 20h, le Canadien nous a laissé tranquille un petit peu pour au moins un petit bout de temps, là, mais on revient dans nos pantoufles. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Il y aura eu 3 épisodes à 18h pour le dernier match de la saison, les 2 matchs de séries éliminatoires qui auront eu lieu le mercredi. Mais là, on est de retour à 20h. Le Canadien est plus dans nos pattes. Le débat des chefs. Ah non, c'est vrai, c'était pour le débat des chefs que ça a été tassé. Oui. Donc voilà, on se retrouve en ce 7 mai, alors qu'il y a des équipes qui ont déjà une vingtaine de victoires au classement. Les Dodgers qui ont acquis dans les dernières minutes, si je ne me trompe pas, leur 25e victoire de la saison. Puis ben, pendant ce temps-là, écoute, les Rockies, on ne sait pas s'ils vont atteindre 25 cette année. Mais ça ne veut rien dire sur on est rendu où durant la saison. Non, on est environ au quart. On approche tranquillement pas vite, Sébastien, du quart de la saison. Comment tu considères ce début de saison-là de ton côté dans le baseball majeur? Ben là, l'échantillon commence à être intéressant. Là. Quand on arrive à ce barème-là, on peut commencer à tirer des conclusions. Ce n'est pas nécessairement des conclusions qui vont se rendre jusqu'à la fin de la saison. On prend l'exemple des Braves. Ils sont de retour dans la course contre toute attente. Début de saison catastrophique, mais là, tranquillement, pas vite, on a grugé du terrain, on se rapproche, on est redevenu les Braves qu'on attendait. Donc, on peut commencer à avoir des tendances. Il faut rester prudent. Il reste encore beaucoup de baseball. Mais déjà, on commence à séparer quelques-unes des formations, quelques-uns des joueurs qui connaissent du succès, puis un peu moins. Fait que on s'en va de plus en plus vers le baseball important. On n'est pas encore rendu. Toute la saison est importante, mais il vient un moment dans la saison où c'est de plus en plus important. D'ici la date limite des transactions, ça va augmenter en intensité. Donc, on se dirige tranquillement vers là. Parlant d'équipe importante, Sébastien, allons parler un petit peu des Blue Jays de Toronto. On y va. OK, Blue Jays, let's play ball. Ah, les Blue Jays de Toronto. Cette bonne équipe, comme on l'attendait évidemment. Oui, cette équipe qui aspire au championnat. Là. Oh, oui, je ne sais pas quel championnat, là, mais... Fait que je vais te la poser la question parce que tu as pondu un texte mercredi en début de soirée justement par rapport aux Blue Jays de Toronto. Donc, ma question va comme suit. Qu'est-ce qui se passe avec cette attaque-là? Rien. Il ne se passe rien. Bonne réponse. On va passer à un autre sujet. Il ne se passe absolument rien. On est la pire équipe chez les Blue Jays pour ce qui est de frapper des balles en plein cœur du marbre. C'est quand même extraordinaire. Là. Tu vas demander à un lanceur qu'est-ce que tu dois éviter. Il va te dire de lancer en plein cœur du marbre. Mais ce plan de match-là,
tu peux ne pas le respecter contre les Blue Jays parce que de toute façon, ils ne sont pas capables de s'élancer sur des balles en plein cœur du marbre. On a un OPS de 600 quelque chose qui est le pire sur ces lancers-là, sur ces ballons de plage qu'on peut appeler parce qu'une balle dans la zone des prises, souvent, là, ça va être beaucoup plus facile à frapper, mais du côté des Jays, on s'élance très, très souvent sur des mauvais lancers, des lancers à l'extérieur de la zone des prises. Et ceci explique cela. C'est pour ça qu'on ne frappe pas, j'allais dire cette année, mais dans les dernières saisons, c'était pas excellent du point de vue offensif. Fait que dis-moi si ma logique est bonne ou pas, là. S'il ne faut pas le lancer. Elle l'est pas. Non, ok, parfait. Je te l'annonce, tu as la bonne réponse. Si lancer en plein milieu du marbre ne fonctionne pas, ça veut dire que les Blue Jays auraient du succès contre un Greg Maddox qui peinturait les coins, mettons. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est excellente logique, Charles. Merci, c'est apprécié. J'aime toujours avoir de la bonne rétroaction positive. Oui. Les Blue Jays qui avaient quand même plusieurs jeunes, il y en a beaucoup qui ont commencé la saison dans les mineurs. Et là, depuis le début de l'année, David Schneider, ça ne fonctionnait pas, on l'a envoyé en bas. Will Wagner, ça ne fonctionnait pas, on l'a envoyé en bas. Là, dans les dernières heures, les Blue Jays ont confirmé qu'Alan Roden, à la surprise de personne, il n'y avait pas de coup sûr depuis le 15 avril, a aussi été envoyé dans les mineurs. C'est Jonathan Classic qui va prendre sa place. Deux choses. Un, ça ne résout pas le problème qu'il y a trop de voltigeurs dans ce club-là. Non. Parce que si tu avais amené un joueur d'avant-champ, ça aurait été une logique différente. Tu dis, écoute, tu vas lui donner des répétitions au troisième coussin ou quoi que ce soit, parce qu'Ernie Clement non plus, là, c'est pas la mer à boire cette saison. Mais non, tu ramènes un voltigeur. Au moins, écoute, tu amènes quelqu'un qui est en feu, puis tu vas donner la chance à Roden de reprendre confiance en bas, là, ce qui était la chose à faire. Mais comme je te dis, tu ne règles pas ton problème de tu as plus de voltigeurs que de joueurs d'avant-champ. Ça ne marche pas. Non, puis à moins que je me trompe, l'excellent Nathan Lowe, c'est toujours dans la formation des Blue Jays. Je comprends Maestro aussi. Là. Maestro aussi. Hey, Maestro, depuis que Varsho est revenu, là, à quoi tu sers? Hey, tandis que tu parles de Varsho, on va revenir à ta question, mais là, il faut que je te pose une question. Oui, vas-y. Là, Dalton Varsho, ouais. Quand il était semi en santé, donc il pouvait frapper comme frappeur de choix, mais il ne pouvait pas évoluer en défensive. On n'a pas voulu l'amener malgré un excellent camp d'entraînement parce qu'on ne voulait pas qu'Anthony Santander joue beaucoup en défensive parce qu'on avait une certaine crainte. Et là, Dalton Varsho revient au jeu. Et qui qu'on ne voit pas en défensive? Anthony Santander. Là, il faut que tu m'expliques ça parce que moi, je ne comprends rien. Sincèrement, je pense que la réponse est plus compliquée qu'on ne voulait pas juste que Santander joue dans le champ. Peut-être, je pense que ça faisait définitivement partie de l'équation, mais je ne pense pas que c'était juste ça. Je pense que c'est juste la direction prend des drôles de décisions. Puis des fois, on essaye on essaye de réinventer le baseball, de dire, écoute, on a un frappeur en feu, mais on va vraiment s'assurer qu'on puisse le ramener défensivement avant. Pourquoi? Il est capable de suivre sa réhabilitation en jouant. C'est pas le premier à le faire. Shohei Ohtani se remet d'un Tommy John, d'un deuxième Tommy John, puis il le fait en frappant, puis en faisant un 50-50 l'année passée. Bryce Harper, on l'a ramené comme frappeur de choix, ça ne l'a pas empêché d'éventuellement redevenir un joueur défensif, oui, au premier coussin, mais quand même, ça ne l'a pas empêché de revenir non plus. Pourquoi on n'a pas fait ça avec Dalton Varsho? Puis, tu sais, quitte évidemment à ne pas le faire jouer à tous les jours, surtout dans l'optique où tu avais quelques gars dont la place était peut-être là un petit peu par défaut. Je ne suis pas sûr que David Schneider aurait percé l'alignement en début d'année si Varsho était là. Donc, je ne le sais pas, mais c'est spécial cette décision-là. Je me demande, puis je la repose justement la question, penses-tu que le début de saison de Anthony Santander, qui a été particulièrement mauvais, a changer la donne à ce niveau-là parce qu'on s'attendait à plus de Santander ou ça sortit rapport avec ce qu'on a décidé avec Varsho? Ben, c'est sûr qu'on s'attendait à plus, ça, il n'y a aucun doute. On le savait que c'est pas un gars de mois d'avril, il est quand même là à partir, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi difficile. Mais moi, ce que je m'explique mal, c'est que tu as un joueur qui est en feu, tu manques d'offensive, il est sur une bonne séquence, c'est un frappeur de séquence. Let's go. Oui. Puis là, tu prends le risque qu'il revienne complètement froid. Là, ça ne va pas si mal, mais c'était quand même un risque. Donc, j'ai vraiment pas compris cette décision-là. Puis, tu sais, là, il revient au jeu. Ça te permet de sortir Santander du côté défensif, mais il est encore là. Bienvenue à Toronto. Puis, tu sais, pour revenir aussi au début de saison aussi, mettons que tu dis, écoute, Varsho va faire l'alignement, puis il va être le frappeur de choix pendant le premier mois quand il va avoir à jouer ou quoi que ce soit. Tu sais, tu parlais de risque de ne pas l'amener puis qu'il revienne froid. C'était quoi le risque de le garder? Parce que si ça ne fonctionne pas,
tu le mets sur la liste des blessés. Exact. C'était une possibilité. Puis c'est pas comme si tu disais, écoute, c'est la liste des blessés à long terme, c'est une histoire de 60 jours, d'un poste sur l'alignement de 40 joueurs. Non, c'est la liste de blessés de 10 jours. Puis il est revenu, tu vois, à la fin du mois d'avril. Fait qu'au pire, rendu au 8 avril, tu le mets sur la liste des blessés, puis il peut revenir le 18, puis il revient quand même le 30 comme d'habitude. Fait qu'il n'y avait pas de risque à ce niveau-là. Mais écoute, c'est les fameux dirigeants des Blue Jays qui, d'ailleurs, ont inspiré une question à David qui nous demande, soyons honnêtes, les gars, pourquoi Rogers est aussi patient avec la direction en place? Ils n'apprennent pas de leurs erreurs. On est constamment en mode repeat. C'est une bonne question. C'est une question difficile parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, David. On peut se la poser, cette question-là. Mais je vais la twister puis je vais te la reposer, Sébastien. Est-ce que le contrat de Guerrero leur a acheté du temps? Parce que c'est une question qu'on se posait il y a quelques semaines quand le contrat a été signé, le contrat de 500 millions de dollars. Ça leur achète probablement du temps. Mais en même temps, si tu es 8 matchs hors des séries à la date limite des transactions, c'est-tu eux que tu veux pour rééchanger des gars? C'est-tu eux que tu veux à la barre pour gérer le dossier Bobichette? Pour gérer des dossiers comme quoi Chris Bassett qui va être en fin de contrat, des gars comme ça. C'est une question pesante. Oui, je pense qu'on a acheté du temps dans l'optique où ça allait relativement bien sur le terrain. Il faut se rappeler qu'on a eu un bon début de saison, mais ça va être les résultats sur le terrain qui vont faire foi de tout. Si on s'est dit, bon, là, oui, on achète du temps, mais on sait que ça va aller bien, la distraction est écartée du contrat de Vladimir, ça va quand même bien sur le terrain, on est en contrôle. Là, on ne l'est plus du tout. Là. On ne frappe pas, on est en train de s'éloigner. Donc, je pense que la corde, elle a été étirée un petit peu en raison de la signature de Vladimir, mais elle va revenir très rapidement. Là. Elle ne sera pas très longue parce qu'on ne peut pas. On vient de signer justement Vladimir, qui est le visage de la franchise. J'ose espérer qu'on va vouloir gagner avec lui et qu'on va construire autour de lui. Présentement, ce qui est autour de lui, ça ne répond pas aux attentes, donc il va falloir faire des changements. Puis je ne crois pas que ça va être notre duo de l'état-major qui va faire ces changements-là parce que ça n'a pas fonctionné par le passé. Pourquoi ça fonctionnerait cette saison et dans les prochaines? Moi, j'y crois plus. Là. Puis tu l'as dit justement, il faut maximiser cette fenêtre-là pour Vladi parce que oui, il est signé jusqu'en 2039, là, mais on s'entend qu'on ne l'a pas signé pour l'année 2037 non plus. Là, c'est à court terme, pendant qu'il est dans son prime, qu'il faut que tu profites justement de cette fenêtre-là. Est-ce qu'on va être capable d'y arriver? Par la force des choses, le signer indique la direction dans laquelle l'équipe veut aller, c'est-à-dire celle de gagner à court terme. Mais est-ce que ça va se faire? C'est ça. C'est une bonne question. Oui, puis tu parlais de décision tantôt, ça va me ramener à ce que tu disais à propos de Roden. Oui. Tu sais, on ne l'a pas mis dans une situation idéale non plus. Là. Je comprends qu'il n'y a pas de coup sûr depuis le 15 avril, là, mais il n'a pas joué beaucoup non plus. Là. Donc, il y a 4 matchs depuis, je pense, le 24 avril ou quelque chose comme ça. C'est moins de 2 matchs par semaine. Pour un kid, ça ne marche pas. Là. Ça fonctionne pas. Pour un kid, pour un gars de 39 ans, ça ne marche pas plus. Non, en effet. Non, mais je veux dire, c'est extrêmement difficile de prendre son rythme. Au baseball, tu joues à tous les jours. Tu prends ton rythme à tous les jours. Là, de jouer 2 fois par semaine. Puis je vais prendre l'exemple de Trent Grisham l'an dernier avec les Yankees. C'était une catastrophe, Grisham. Ça ne marchait pas parce qu'il jouait presque pas. Là, cette année, on lui donne plus de répétitions parce qu'on a plus de place. On est capable de jouer avec notre alignement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe très bien, il frappe parfois au premier rang, frappe un peu plus tard dans l'alignement. Il fait son travail. Pourquoi? Parce qu'il y a ce rythme-là. C'est la même chose pour Roden. Et en plus, ton point est excellent. C'est un jeune joueur. Donc, c'est encore plus difficile de s'acclimater au baseball majeur dans ces circonstances-là. Donc, encore une fois, on avait l'occasion de lui donner les meilleures circonstances possibles. On ne l'a pas fait. Donc, une autre décision un petit peu douteuse de cette organisation-là. David répond à ce qu'on disait par rapport à son commentaire ici. Non, on ne veut pas ces deux gars-là en place à la date limite des transactions. Atkins et Shapiro ont fait quoi comme transaction payante depuis 8 ans? Il n'y en a pas beaucoup. Écoute, j'ai envie de te dire Matt Chapman, peut-être par la force des choses, parce qu'il a dynamisé un petit peu cet alignement-là, surtout défensivement, les 2 années qu'il a été là. Puis écoute, les Aces commencent à revoir le retour qui a été acquis en 2025. Donc, écoute ça. J'ai envie de te dire Yimi Garcia par la force des choses parce que ça t'a permis d'aller chercher, c'est Classé qui a été obtenu contre lui. Ça t'a permis d'aller chercher Classé puis il est revenu après. Donc, par la force des choses, on va appeler ça une victoire. Mais non, en effet, il faut gratter un peu David, là, comme tu le mentionnes, là, pour en trouver. Puis c'est pas normal là, à ce point-ci. J'ai une question impossible pour toi, OK? Oh.
Matt nous a posé une question, là. Dans quel département les Jays sont meilleurs? Mais là, il n'y en a pas. mais Il n'y en a pas, mais ouais, vas-y. Faire sa part, tu sais, il y a certains moments où les lanceurs partants se sont fait traverser, mais les lanceurs partants ont quand même aidé à maintenir cette équipe-là. Enlève les lanceurs partants, puis enlève le fond de l'alignement. Bon, écoute, je dis ça au lendemain où Jeff Hoffman et Jimmy Garcia se sont fait traverser par les Angels, mais le haut de la rotation et les 8e, 9e manches, peut-être dans l'enclos de relève, ça a été quand même des éléments sur lesquels John Schneider a pu s'appuyer, mais on ne peut pas dire le corps de lanceur en général. Non, mais c'est exactement là où je m'en allais. Il faut rendre crédit à ce corps de lanceur-là, même si ce n'est pas tout le monde. Ouais. On a fait un travail extraordinaire. On a toute la pression du monde sur nos épaules parce que l'attaque ne produit pas. On n'a aucune marge de manœuvre et malgré tout, on a amené les Jays où on est, qui n'est pas une situation idéale, mais qui n'est quand même pas catastrophique non plus, malgré cette attaque anémique-là. Donc, s'il y a un département qui va bien, c'est là, malgré les certaines difficultés dernièrement qu'on peut observer, mais c'est tout à fait normal qu'on ait des difficultés au monticule. Il fallait en arriver là. On avait la pression dans le piton, mais là, ça vient un petit peu de nous exploser au visage. Ouais, on va s'entendre là-dessus. Matt qui nous demande comment se fait-il qu'un frappeur comme Jimenez peut frapper en un mois, peut être le premier frappeur d'un alignement et à la fin être le 9e frappeur? Écoute, depuis que Varsho est revenu, on dirait qu'il est passé de comme 3, 4, 5 à 7, 8, 9 instantanément, même si Varsho a manqué des matchs. Donc, ça fait une différence à ce niveau-là. Mais écoute, c'est encore un grand mystère de l'alignement de John Schneider. On va l'appeler comme ça. Oui, on va l'appeler comme ça. Ben, premièrement, il n'y avait pas vraiment sa place dans le haut de l'alignement. C'était un petit peu on s'entend là-dessus. C'était un petit peu par défaut, puis parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres options. Il a fait le travail pendant 3 jours environ, là, avant que le mois d'avril arrive. Là, tout Exactement. allait bien. Oui. Sans plus. Sa place est beaucoup plus où est-ce qu'il est présentement. C'est un gars de bas de l'alignement qui est excellent défensivement. C'est un peu pour ça qu'on est allé le chercher. Oui, on le paye trop cher, mais on le savait. S'il a ce rôle-là dans une équipe qui est beaucoup plus profonde offensivement, il n'y a aucun problème. Ce qu'on a comme problème maintenant, c'est que justement, on n'a pas cette profondeur-là. Et là, on en paye le prix. Ça revient à ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. Ça nous prend probablement 2 autres bâtons dans cet alignement-là. Mais comment on va aller les chercher? Non, c'est ça. Pour l'instant, c'est d'espérer que. Ah, on rappelle Jonathan Classé. Est-ce qu'il peut sauver les Blue Jays? Là, non, exactement. Mais c'est quasiment ça la mentalité parce que tu n'iras pas chercher un frappeur miracle. Là. Même si tu signes demain matin, je sais pas, JD Martinez, Anthony Rizzo, nomme-moi le vétéran là, qui est un gros nom que tu veux. Ils ne peuvent pas tout changer du jour au lendemain. Premièrement, ça leur prendrait une période d'adaptation dans les mineurs, mais ils peuvent pas. Il n'y a pas de solution miracle en ce moment. Non, exactement. Puis ces gars-là, il faut qu'ils arrivent dans une équipe qui est déjà bien nantie, que ce n'est pas eux qui doivent renverser la vapeur. Là. On parle de vétérans qui sont capables de frapper, mais ce n'est pas à eux présentement de tirer un club du baseball majeur. Non, on s'entend là-dessus. Est-ce que vous êtes préoccupé par les performances de Bowden Francis cette saison? Oui. ça va pas bien pour Bowden Francis. Là, j'ai pas ses chiffres devant moi, mais c'est une moyenne qu'on va qualifier de ronflante. C'est pas, c'est difficile, là, ces départs. Ça a été mieux en début de saison, mais depuis une coupe de départ, il a perdu le nord. Là, on est loin du lanceur là, qui avait tout cassé à la fin de saison de 2024. Et Sébastien, les Blue Jays sont un peu poignés avec lui parce que Bowden Francis performait. On n'a pas voulu faire d'offre à Yusei Kikuchi, puis on l'a laissé aller chez les Angels. Les Angels Yusei Kikuchi et les Angels d'ailleurs qui vont être au menu tout de suite après le podcast. Là, pour ceux qui nous écoutent en live, là, c'est mercredi soir à 21h30 le match contre Yusei Kikuchi. Et les Blue Jays vont probablement voir en direct un peu qu'est-ce qui leur manque pour pas tout changer parce que Yusei Kikuchi n'amènerait pas d'attaque, mais pour, disons, stabiliser un corps de lanceur que en début d'année, tu te dis, il y a un peu plus de profondeur, puis que là, tu te dis, mon Dieu, on est obligé d'aller signer 2 gars qui sortent de nulle part, José Urania puis Spencer Turnbull qui est dans les mineurs parce qu'il n'a pas lancé de l'année. Ça a changé vite, puis un Yusei Kikuchi aurait changé la donne parce que dans les dernières années, il faisait partie de ces 4 lanceurs-là avec Berrios, avec Bassett puis avec Gausman que tu disais, écoute, au moins ces gars-là, sont là, tu peux compter sur eux, puis ils vont te donner quelques manches de qualité à chaque soir.
Oui, exactement. Puis moi, le problème que je vois, c'est pas qu'on n'a pas été capable de ramener Kikuchi, c'est qu'on ne lui a pas fait d'offre. Tu sais, on n'a même pas tenté la chance de ramener un bras comme Kikuchi qui adorait Toronto, qui se sentait bien, qui avait l'air dans son élément, qui avait l'air à l'aise à Toronto, qui, comme tu l'as dit, ne va pas tout changer. Là. Ça reste qu'il y a une moyenne au-dessus de 4 cette année. Peut-être qu'il y a l'adaptation aussi à Los Angeles, mais quand même, je pense qu'il y aura une meilleure moyenne à Toronto. Puis tu sais ce que ce gars-là peut te donner dans ton organisation. Tu sais que tu as un besoin à ce niveau-là. Probablement qu'on s'est jeté un petit peu sur tous les dossiers. On n'a pas réussi. Puis là, on s'est retrouvé un petit peu les mains vides. Puis on n'avait pas fait d'offre à Kikuchi. Ça revient à notre point de tantôt. Une autre mauvaise décision de l'état-major, il faut savoir calculer ça. Il faut prévoir, au moins tenter une approche. Peut-être que ça aurait été refusé, mais au moins tenter quelque chose. Puis, tu sais, on a essayé de signer Corbin Burns à Toronto durant la saison morte. On a amené Max Scherzer, qui, évidemment, en sachant très bien que ce serait un 4e, 5e partant, puis qu'il y avait des chances qu'il se blesse. On pensait peut-être pas après juste un départ, mais bref. Tout ça pour dire, on savait, Sébastien, à Toronto, qu'on avait besoin quand même d'un petit peu plus de lanceurs. Et si tu veux aller chercher un lanceur partant, tu l'as vu là, dans les 3-4 dernières années, les prix sur le marché pour un lanceur partant, ça a explosé. Si tu es capable de lancer 132 manches puis que tu es capable d'avoir une moyenne d'à peu près 4,5, tu vas l'avoir, ton 15 millions sur le marché. Fait que ça coûte cher aller chercher des lanceurs partants. Tu en avais un qui était là, comme tu le disais, il aimait la ville, il faisait le travail, les gars du personnel de lanceurs l'aimaient. Les Dodgers nous le démontrent à quel point tu n'en as jamais assez de profondeur. Là. Je veux dire, il y avait 4 rotations, puis ils sont déjà des bullpen day. On est au mois de mai. Ça te prend de la profondeur si tu veux te rendre loin dans le baseball. Tu n'as pas le choix. Puis les Blue Jays, ils ont de l'argent, ils ont du budget. Fait que, à quoi tu joues? Je ne sais pas. Est-ce qu'on surfe encore sur l'année, je pense que c'est il y a 2 ans, où on a eu quasi aucune blessure chez les Jays? Je ne sais pas si on s'attend à ça à chaque saison, mais ça n'arrivera pas. Là. Je vais vous l'annoncer, je vais leur annoncer aussi, ça n'arrivera pas. Donc, pourquoi est-ce que, comme tu l'as mentionné, on ne fait pas comme à peu près toutes les formations? On a parlé des Dodgers, oui, c'est vrai. On a une profondeur extraordinaire au monticule et déjà là, on arrive presque à court. Mais il y a beaucoup de formations dans le baseball majeur qui mettent beaucoup d'emphase sur le monticule. Mais à Toronto, on arrive short, on construit notre rotation à 5 partants avec un 5e partant qui est Max Scherzer, qu'on sait qu'il va se blesser. C'est inévitable, c'est arrivé. Il va revenir, il va se reblesser encore. Donc, on est vraiment à court. On dirait qu'on est tout le temps sur la ligne sans prévoir ce qui peut arriver, alors que c'est évident que ça va arriver. Donc, c'est de la mauvaise gestion, tant qu'à moi. Il y a David qui nous mentionne ici que Atkins et Chaparro n'ont rien réglé durant l'hiver et que les lacunes sont restées les mêmes. Il a raison à ce niveau-là. On en parle depuis tantôt. C'est toujours les mêmes problèmes. Depuis que Gurriel et Teoscar ont été échangés, il y a un manque d'attaque qui est assez flagrant au sein de cette formation-là. Matt qui nous dit si les Jays avaient congédié Atkins et Chaparro, qui aurait pu être le remplaçant? Moi, je pense que, je me demande comment Rogers perçoit James Click, qui est James Click, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a pris la relève de Jeff Luhnow quand il a été congédié à Houston en marge du scandale de vol de signaux. Donc, il a été là 20, 21, 22. C'est lui qui a gagné la Série mondiale en 2022. Un petit peu plus axé sur les stats avancées, mais il a eu du succès. Il a gagné la Série mondiale, donc il n'est pas trop axé non plus. Et le proprio des Astros, lui, il voulait un gars beaucoup plus traditionnel. Son contrat venait à échéance, fait qu'il a offert une prolongation de contrat d'1 an pour un DG qui vient de gagner la Série mondiale quand il allait devenir agent libre dans les prochains jours. Fait qu'il a dit merci, mais non merci. Il est parti. Et depuis ce temps-là, c'est un bras droit de Atkins et de Chaparro dans l'organisation des Blue Jays. Donc, par la force des choses, ça doit être, Sébastien, un candidat à considérer. Puis, comme je te dis, je me demande comment Rogers le perçoit. Il est dans la boîte depuis quelques années. Jusqu'à quel point on lui impute certaines décisions qui ont été bonnes ou mauvaises, je ne le sais pas. Mais s'il y a une vague d'entrevues, il en fait partie. Oui, ça c'est sûr et certain. Mais tu parlais de décision. Moi, je serais vraiment curieux de voir à quel point il y a un pouvoir décisionnel dans cette organisation-là. Si certaines des mauvaises décisions de l'état-major des Blue Jays sont imputables au moins en partie à James Click, oui, on va le rencontrer, mais peut-être qu'on a déjà notre idée de fait parce que je trouve ça un petit peu aberrant que
On est Atkins et Shapiro qui sont là depuis si longtemps, qui n'ont pas de résultats. Tu as un gars dans tes rangs qui a gagné la Série mondiale et tu ne sembles pas enclin à le promouvoir à ce poste-là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce que les décisions qui sont prises, il en fait grandement partie? Je ne le sais pas. Donc, oui, ça va être un candidat. Jusqu'à quel point il y a une chance de prendre ce poste-là, je ne le sais pas. On verra donc ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ça va être assez révélateur pour les Blue Jays de Toronto, en fait, à vrai dire. Si on ne lancera pas une reconstruction au mois de juillet là, avec le contrat de Guerrero, évidemment, mais est-ce qu'il y a une espèce de deuxième reset sur le fly en 2 ans pourrait être possible? Ben, de la façon dont c'est parti, c'est une possibilité. Ça serait la suite du reset, finalement. Oui, le reset numéro 2. Là. Oui, on pourrait avoir une série, la reconstruction, mais c'est autre chose. Au lieu de la reconstruction, ça va être le reset. Oui, parce c'est que, ça. Oui, on l'a bien fait l'an dernier en milieu de saison, mais il restait du travail à faire. On voit les résultats cette année. Puis il va falloir continuer à entourer Vladimir. Donc, je ne pense pas qu'on va aller en reconstruction. Je ne pense pas que ça soit la bonne avenue. Non. Mais on n'est pas encore rendu à, comme on nous le dit depuis 8 mois, là, à être aspirant au championnat. Ça, on est encore très loin. Donc, on peut pas, pour moi, on ne peut pas se ranger du côté des acheteurs à la date limite des transactions. Donc, nécessairement, il va falloir faire quelques mouvements de personnel qui vont pouvoir nous positionner de meilleure façon pour l'an prochain et les suivants. Que ce soit pour aider l'équipe ou que ce soit pour monter sa valeur sur le marché des transactions, d'après moi, les dirigeants des Blue Jays doivent espérer que Beau Bichette se lève et qu'ils connaissent un bon deuxième quart de la saison, disons, là, pour monter un petit peu son stock parce que ça pourrait régler bien des problèmes. Il y a Jean-Michel ici, une petite question qui vient de rentrer. Mais n'ayant pas vraiment fait jouer les recrues à leur poste, ça c'est un bon point, et en les ayant jamais protégés dans le rôle des frappeurs, en les laissant dans le bas de l'alignement, croyez-vous que la direction peut être coupable? Écoute, comme je te dis, j'ai jamais compris pourquoi, que ce soit Classé, que ce soit Roden, que ce soit Barger, que ce soit Will Wagner, qui tu voudras, pourquoi c'était Jimenez qui frappait 4e pendant des semaines et des semaines et des semaines. Puis j'espère que la réponse, c'est pas parce qu'il est gaucher. Parce que ça n'avait pas de sens. Oui, puis tu parles de place dans le rôle offensif. Je vais aller plus loin. Place en défensive aussi. Mais oui. On va se rappeler quand Anderson Barger est arrivé dans le baseball majeur, là, puis qu'il avait voyagé toute la nuit, puis que l'excellent John Schneider lui a dit, bon, là, toi, tu vas aller jouer au champ à une position que tu n'as jamais évoluée. Mais, dans la gauche. Dans la gauche, arrange-toi avec ça. Fais ce que tu peux. Là. Fait que, tu sais, on ne place aucun de nos jeunes en bonne situation, autant dans le rôle offensif qu'en défensif. Puis après ça, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai dit la semaine passée, je vais le répéter cette semaine. À un moment donné, s'il y a un changement d'administration puis qu'on voit que les jeunes sont traités comme il se doit, c'est-à-dire les placer en bonne position, il y a quelqu'un quelque part qui va lever un flag et qui va dire ça n'avait pas de sens ce qui se passait avant. On dirait que là, tout le monde a les deux mains dedans, puis c'est par la force des choses, c'est comme ça que ça fonctionne, mais ouais, j'ai l'impression que le jour où ça va changer, ça ne peut pas changer pour le pire là, pour les jeunes. Non, certainement pas. Puis on parlait de reset. Le reset va passer par les jeunes. Il faut que les jeunes jouent. Oui. Puis cette période de reset-là, il faut que les jeunes prennent de l'expérience, prennent de la confiance dans une situation idéale. C'est pas juste les mouvements de personnel, les échanges, puis tout ce qui se passe au deuxième étage, ça se passe sur le terrain aussi. Assurément. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait pour les Blue Jays. En fait, on avait quelques petites notes, mais on a été gracieusement alimentés par tous ceux qui nous écoutent. Donc, merci encore une fois pour ça. Là, ça alimente les discussions, puis ça met un podcast à votre image parce que c'est vos questions. Donc, merci de participer pour ça. Mais là-dessus, Sébastien, il n'y a pas juste les Blue Jays dans la vie. Allons parler de ce qui se passe ailleurs dans la MLB. Sébastien, le premier sujet que j'avais sur ma liste ici, c'est un sujet dont Matt vient de nous parler. Donc, je mets sa question à la place. Édouard Julien, il lui manque quoi dans sa game pour rester dans la MLB? Est-ce qu'un changement d'air pourrait être bénéfique pour lui? 2 questions en une, 2 questions intéressantes. À ce point-ci, probablement qu'un changement d'air pourrait lui faire un certain bien parce que ça je ne te dis pas qu'il ne peut pas prendre son envol au Minnesota, mais des fois, quand ça fait longtemps que tu es dans une organisation et tu n'as pas nécessairement la faveur de ton gérant, ben peut-être que d'aller dans une autre équipe, un club qui va aller te chercher
avec un gérant différent, peut-être que ça peut changer la donne là, pour Édouard Julien. Je pense que j'abonde dans le même sens. Je pense que la réponse est dans la question. Qu'est-ce qui lui manque? Un changement d'air. Édouard Julien travaille très fort à améliorer sa défensive. C'est vraiment pas parfait. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu confiance en Édouard Julien au Minnesota. Puis ça va être très, très difficile de revenir. On l'a retourné dans le 3A. On lui a préféré des joueurs qui, en apparence, ont l'air un petit peu plus faibles ou ne sont pas rendus là dans leur développement, selon moi. Et malgré tout, on les a gardés dans le baseball majeur. Donc, j'ai vraiment l'impression que la confiance de l'organisation des Twins envers Julien est à son plus faible. Donc, pour renverser la vapeur, pour Julien, ça va être très difficile. Il va falloir qu'il fasse des choses extraordinaires. Ça serait beaucoup plus facile dans une autre organisation. Le défi pour lui sera toujours d'être le plus fiable possible défensivement, de pouvoir frapper contre les gauchers. C'est des aspects qu'il a améliorés, mais s'il y a une équipe qui voit une possibilité de le faire progresser encore plus à ce niveau-là, ben possiblement qu'un changement d'air, en effet, pourrait faire la différence. Je ne pense pas qu'une équipe va nécessairement aller transiger pour acquérir ses services, mais de l'inclure dans une transaction, ça peut payer. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, il va y avoir un certain mouvement de personnel qui va attendre les Twins, là, qui n'ont pas la saison du siècle en ce moment. Donc, si on décide de laisser aller certains éléments, ben, peut-être, comme tu dis, qu'on pourrait l'inclure dans une certaine transaction. Donc, on a perdu un Québécois à ce niveau-là dans le baseball majeur. De l'autre côté, Abraham Taureau, chez les Red Sox de Boston, il y avait à peu près juste un chemin pour le voir arriver dans le baseball majeur. C'était le premier coussin. Parce que ce n'est pas un lanceur, ce n'est pas un receveur. Dans le reste de l'avant-champ, il y a des gros espoirs qui poussent. Au champ extérieur, qui n'est pas sa position, il y a des gros espoirs qui poussent. Au premier but, c'était plus difficile. Et là, bon, ben, comme on voit, Triston Casas, saison terminée. On ne sait même pas s'il va être prêt pour le prochain camp d'entraînement. Les Red Sox sont flous là-dessus. Grosse blessure au genou. On l'a sorti sur une civière et on a décidé de faire confiance au Québécois Abraham Taureau pour prendre la place au premier coussin. Oui, il doit profiter de cette occasion-là. C'est sûr que c'est dommage pour Casas, mais blessure ou pas, je trouvais que Casas était chanceux d'être encore dans la MLB. Ça allait vraiment pas bien. Aurait pu être retourné pour reprendre sa confiance et ça aurait été Taureau qui aurait probablement pris sa place. C'est un bel accomplissement pour Taureau parce que dans les mineurs, pour les Red Sox, c'est probablement le meilleur avant-champ qu'on avait. De réussir à sortir de cet avant-champ-là dans les mineurs pour se retrouver dans les majeurs au premier coussin, comme tu l'as dit. Oui, c'était sa seule porte de sortie, mais là, il a cette porte-là, il doit en profiter. Donc, encore un bel accomplissement. Il a signé avec les Red Sox en sachant très bien que ce ne serait pas facile de percer l'alignement. Et là, il est rendu, donc il doit profiter de cette chance-là. Parce que j'ai l'impression que s'il avait voulu un chemin, je vais le dire en tout respect, mais un chemin un peu plus facile vers les majeurs, il a dit qu'il y avait les Red Sox et les Yankees qui ont fait des offres. Les Yankees, Sébastien, tu le sais comme moi, ils cherchent un joueur de troisième coussin. Puis entre toi et moi, si en début de saison, tu me dis, hey, au premier but, c'est qui risque de perdre sa job avant entre Casas et Goldschmidt? Ben, tu aurais pu me dire Paul Goldschmidt va perdre sa job avant ou va devoir prendre un petit peu plus de tours sur le banc pour laisser son poste à quelqu'un d'autre. Puis je t'aurais dit, ouais, possiblement que tu as raison. On ne s'attendait pas nécessairement à l'émergence de Ben Rice ou peu importe, mais il y avait peut-être un chemin au camp un peu plus simple dans l'avant-champ pour les Yankees de New York, en ne sachant pas trop qu'est-ce qui allait arriver avec Jazz Chisholm aussi, à quelle position il allait jouer. Abraham Taureau est un joueur qui est polyvalent. Donc, de le voir qu'il a choisi les Red Sox, puis que ça a payé finalement à ce point-ci de la saison. Tu sais, au début du mois de mai, on le retrouve dans le baseball majeur. C'est intéressant pour lui aussi. Entièrement d'accord. S'il avait connu un excellent début de saison puis qu'il avait été dans l'organisation des Yankees, ce serait probablement le joueur de troisième but des Yankees en ce moment. Là, parce que, oui, on a Oswaldo Cabrera qui fait pas mal, mais là, dernièrement, on voit que c'est pas un joueur de tous les jours. Donc, il y aurait eu certainement de meilleures chances de percer cet alignement-là. A pris une autre décision, mais par contre, il a réussi à se frayer un chemin jusqu'au même résultat. Là. Et pendant ce temps-là, chez les Red Sox, ben évidemment, là, pour l'instant, il y a Abraham Taureau qui est là, qui est une partie de la solution au premier coussin. On va probablement pour essayer de regarder pour une solution un petit peu plus fixe avec un nom un petit peu plus établi. Deux noms dont je veux te parler. Le premier, c'est Anthony Rizzo. C'est un nom qui refait surface à Boston. Ce serait spécial de le voir là parce qu'il a été repêché par les Red Sox.
puis parce qu'il a passé les dernières années sous les couleurs des Yankees, donc ce serait quand même assez significatif de le voir là. Est-ce que tu vois un scénario où Anthony Rizzo, on lui demande remets-toi en forme, viens jouer un petit peu dans le 3A avec les kids au premier coussin, puis on te ramène à Boston? Est-ce que tu vois un chemin vers là où tu dis on est mieux de passer à un autre projet? Mais ça dépend de ce qu'on veut à Boston. Si on veut vraiment aller chercher un gros joueur de premier but, ce ne sera pas Anthony Rizzo. Non. Mais si on veut partager le temps de jeu entre Rizzo et Toro, par exemple, oui, ce serait une belle avenue d'avoir un vétéran de la trempe de Rizzo. C'est pas la première fois que son nom circule à Boston, donc ce ne serait pas nécessairement surprenant. Je pense qu'on l'aime beaucoup dans l'organisation des Red Sox. Puis d'avoir cette présence-là de vétéran, de leader. On l'a vu avec les Yankees, ce qu'il a fait avec les jeunes joueurs. Il pourrait le faire avec les Red Sox, qui eux aussi comportent plusieurs jeunes joueurs dans leur alignement. Donc, ce ne serait vraiment pas une mauvaise décision. Si on veut vraiment avoir un joueur qui va performer offensivement, c'est sûr que ce n'est peut-être pas la solution. Défensivement, il va faire le travail, mais offensivement, je pense que le meilleur est derrière lui. Donc, il va falloir se tourner vers une autre option. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut à Boston parce qu'on a aussi d'autres lacunes à adresser dans l'organisation aussi. Évidemment, c'est sûr que ce serait plus un rôle de leadership, de joueur défensif, etc. Il y a un aspect que je viens de penser pendant que tu parlais qui pourrait peut-être le convaincre de signer à Boston. Theo Epstein. C'est probablement lui qui l'a repêché à Boston. Je n'ai pas les dates devant moi, mais ce serait logique. Évidemment, il l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup connu à Chicago. Si c'est un projet qui intéresse les Red Sox et que tu mets Epstein sur le téléphone, ben écoute, Rizzo, au point où il en est dans sa carrière, puis au point où les Red Sox en est, c'est sûr qu'il décroche le téléphone si Epstein l'appelle. Il décroche le téléphone puis il dit oui. Là. Oh, il est dans l'avion que Shohei Ohtani n'a pas pris à Toronto, là, lui, il le prend pour Boston. OK, c'est là qu'a atterri cet avion-là. Il n'est pas atterri, il est encore dans les airs. OK, elle fait juste ça, elle tourne. Elle cherche l'attaque. Elle va tourner longtemps. Eh boy. Fait qu'écoute, on verra ce que ça va donner pour les Red Sox à ce niveau-là. Rizzo est une possibilité. Je t'avais parlé d'une deuxième possibilité, mais ça, Alex Cora, c'est non, non, non. Rafael Devers. La finalité de ce gars-là, c'est probablement de l'envoyer au premier coussin, mais pas maintenant, dit le gérant, parce qu'il s'habitue à sa nouvelle position de frappeur de choix et on ne voudrait surtout pas le déranger parce que, tu sais, c'est pas parce que c'est le joueur le mieux payé de l'organisation qu'il faut lui demander des choses. Tu sais, je lisais un tweet tantôt d'un gars qui disait Mookie Betts, là, il était dans le champ droit. On lui a demandé d'aller au deuxième but. On lui a demandé d'aller à l'arrêt-court. José Altuve, on lui a demandé d'aller jouer dans gauche. Tu pourrais rajouter Aaron Judge, qui s'est parachuté dans le centre pour faire de la place à Juan Soto. Les vedettes qui veulent gagner, ils se foutent un petit peu de leur position. Tu sais, si tu as une bague au doigt, Aaron Judge n'en a pas évidemment, mais je veux dire, il a tout fait pour aller la chercher. Sauf peut-être attraper une balle en série mondiale. Mais il en a échappé une ce soir aussi. Là, oui, voilà. Il revoit ça après. Là. Mais tu sais, faire sa part, ces gars-là, tu le sens qu'ils travaillent pour le bien commun, puis que peu importe la position, ils vont y aller. Il est temps que Devers adopte cette position-là. T'es pourri au troisième coussin, va où l'organisation te dit, t'es grassement payé pour aider ce club-là. Ben, si le gérant, il sait ce qui est bon pour toi, parce que toi, tu le sais pas. Là, toi, tu penses que t'es la 8e merveille du monde au troisième coussin. Écoute ce que les gens au-dessus de toi ont à dire, puis adapte-toi, puis fais en sorte que les Red Sox, qui font de toi un homme très, très riche, ben, ils puissent t'aider à aider l'équipe et à t'aider personnellement. Oui, bien, tous les noms que tu as mentionnés, ça n'a aucun rapport avec Rafael Devers. C'est là qu'on voit la marge entre les deux genres de joueurs. Puis Rafael Devers a l'air facile à mêler. On l'a vu cette année. Fait que je pense qu'Alex Cora prend la bonne décision. On le garde dans cette chaise-là. On ne le bouge pas de là. On ne veut pas d'autres commentaires non plus dans les médias. Ça pourrait créer une autre polémique. Donc, je pense qu'on a pris cette décision-là. On va vivre avec au moins pour cette saison. On verra par la suite, mais il n'est pas question que Rafael Devers évolue au premier coussin cette année, à moins d'une catastrophe, qu'il se passe d'autres choses dans l'organisation. Mais en ce moment-là, on va rester sur nos positions. Mais tu dis à moins d'une catastrophe. Il y en a quand même eu une catastrophe. Tu as perdu ton premier but jusqu'à la fin de l'année. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Puis je comprends ton point. Puis je suis sûr qu'il y a de ça aussi. Puis je comprends un peu pourquoi Alex Cora pense comme ça aussi, parce qu'il est pogné avec une patate chaude entre les mains. Puis honnêtement, je trouve que malgré tout, il gère bien ça. Il a bien géré ça depuis le début du camp d'entraînement.
mais c'est pas normal que tu sois placé dans cette position-là. Non. En tout cas, on pourrait en parler pendant une demi-heure comme ça, mais j'ai de plus en plus de misère avec la façon dont Raphaël Devers gère le dossier. Puis là, évidemment, quand Casas s'est blessé, il a passé plusieurs journées sans vouloir parler aux médias parce qu'il ne voulait pas répondre à la question « Tu veux aller au premier but » là, quand tu aurais pu juste te préparer une petite réponse, la sortir. Hey, tu demandes au PR de t'écrire une réponse, puis tu l'as dit en espagnol. Là. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là. Tu pouvais être placé dans une bonne position, puis ça n'a pas été fait. Mais non, mais la réponse est facile. Là. C'est je vais faire ce que l'organisation va me demander de faire. C'est pas compliqué. C'est pas besoin de personne pour te l'expliquer. Oui, probablement que Devers, lui, a besoin de se le faire expliquer, mais c'est facile. Là. Il n'a pas été placé dans une situation où il était un petit peu pris au dépourvu, là, puis devait se démener. Non, c'est pas le cas. Puis c'était très, très facile à répondre, mais ça a l'air très difficile dans son cas de sortir de ce genre de situation-là. Puis surtout, on le voit que les Red Sox ont pris la bonne décision. Regarde comment Alex Bregman est important pour ce club-là. Défensivement, c'est le jour et la nuit comparé à Devers, là, si on le savait, mais offensivement, il y a un fort début de saison. Ça va bien pour Alex Bregman. On ne sait pas s'il va être là l'an prochain. Ceci étant dit, moi, j'ai envie de te dire, pas sûr que quelqu'un va y garantir 40 millions de dollars par année. Non. Il a l'air bien à Boston. Ouais. Je ne serais pas complètement étonné qu'il reste dans ce contrat-là, même s'il connaît une saison de feu. Là. Puis même si son agent, c'est Scott Boras. Ouais, moi aussi, je pense la même chose. Là. À moins qu'il se passe quelque chose d'ici la fin de la saison, mais présentement, s'il y avait à prendre une décision, je pense que ça serait celle-là. Là. Il y a Matt qui nous dit ici, j'arrive pas à mettre ma souris, voilà. Raphaël Devers, qui est mal orienté, devrait être à Toronto, qui est un club mal orienté. Ce serait un bon mix. Peut-être lui la solution. Mais offensivement, ça serait une solution certainement. Là. Ah, écoute, quelqu'un qui a un OPS plus d'au moins 70, c'est une solution. Oui. Parce qu'on rappelle qu'il y a 2 joueurs dans cette organisation-là, à l'exception de Varsho qui vient de revenir, là, qui ont un OPS plus au-dessus de 100, qui est la moyenne de la Ligue. Oui, c'est ça. Parce que l'OPS plus, pour ceux qui ne connaissent pas ça, si tu es à 100, c'est la moyenne de la Ligue. Fait que les Blue Jays, en termes de puissance et présence sur les sentiers, 2 gars au-dessus de la moyenne. Fait que c'est exceptionnel. Puis, tu sais, évidemment, Santander a été signé pour sa défensive. Là, fait que... Oui. Tu sais, Santander, Jimenez, c'était les mêmes critères. Là, ouais, c'est le même gars. Oui, t'es regardes, là, je ne sais pas lequel est lequel. Non, c'est ça. Donc, je veux qu'on parle un petit peu des Yankees de New York. Je vais te lancer avec une prémisse qui est très, très, très simple, puis tu iras où tu veux après. Devin Williams, il est pas bon en ce moment. Il est mêlé comme un jeu de cartes. Je ne sais pas ce qui se passe avec Devin Williams. J'ai eu un peu d'espoir. Il y a eu une semaine entre le moment où il s'est fait pas montrer la porte, mais où il a perdu son poste de releveur numéro 1, de closer, et le moment où il l'a échappé pour une autre fois. Dans cette semaine-là, entre ces 2 moments-là, il lançait en 8e la plupart du temps. Ça allait quand même bien. On sentait qu'il était comme en train de reprendre confiance. Ses lancers avaient un petit peu plus d'étoffe. Et là, on arrive contre les Padres de San Diego. On mène 3-0. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Et on sort de la manche en retard 4-3 avec Devin Williams qui a amorcé cette manche-là. Je comprends que Luke Weaver est arrivé par la suite, mais là, il a ramassé ce que Williams lui a laissé. Là. Il n'a pas été capable de fermer la porte, mais il n'est pas arrivé dans une nouvelle manche avec personne sur les sentiers. Là. Il y avait du trafic. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment la pression de New York, la pression du Bronx que Williams n'est pas capable de prendre? Je ne le sais pas. Certains joueurs ne sont pas capables. On se rappellera de Sonny Gray qui avait toutes sortes de difficultés à New York. Peut-être que c'est la même chose avec Devin Williams. On va le voir un petit peu plus tard dans la saison, mais ça commence à être inquiétant là, ce qui se passe. Oui, il y a d'autres releveurs, dont Emmanuel Classic, qui ont connu des difficultés, mais vraiment, Williams, c'est assez particulier. C'est vrai que New York, c'est une autre bébête. Tu as nommé Sonny Gray. Je voulais renchérir en disant Joey Gallo, mais je me suis dit, non, c'était pas juste New York parce que, Los Angeles, ça a été difficile. Minnesota, ça a été difficile. Washington, ça a été difficile. Les White Sox, il a tellement pas percé l'alignement qu'il est devenu lanceur. Mais là, c'était pas juste New York. Il pourrait peut-être remplacer Devin Williams comme lanceur. Ouais, mais pas à New York, ça marcherait pas. Ça n'a pas marché nulle part. Ouais, mais c'est ça, il faut qu'il signe au Texas. Ah, ouais, OK.
Puis je pense qu'il le prendrait à ce point-ci. Oui. En parlant de joueurs qui étaient hot il y a une couple d'années, Jason Worth qui joue à c'était mieux dans mon temps, les joueurs aujourd'hui sont soft. Les Mets de New York, j'ai aucun respect pour leurs partisans parce que je prends pour les Yankees si t'es à New York à la place. Le gars a le droit à son opinion, puis c'est divertissant. Là. Moi, je trouve ça drôle, mais en même temps, pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes, là? Rien du tout. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est dans mon temps, là, ça fait quelques saisons. Là. Fait que Ouais, c'est les mêmes joueurs qui sont là. Puis il va gens... être le fun à 70 ans, lui. Oui, c'est ça, oui. Il va se bercer. Puis dans mon temps, ben oui, c'est ça, dans mon temps, ça fait 4 ans, là. Tu sais, à un moment donné, reviens-en. Puis là, les jeunes qui arrivent, là, je sais pas pour toi, là, mais j'en vois pas beaucoup qui sont mous, là. Tu sais, non. Fait que je sais pas d'où ça sort, je sais pas avec quelle intention ça sort, je sais pas pour quelle raison ça sort, mais ça a sorti. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Hey, dernier petit sujet que j'ai oublié de te jaser sur les Yankees. Les Yankees ne veulent pas dépasser la taxe de luxe Steve Cohen. Les Mets veulent, les Dodgers veulent. C'est les deux seuls clubs qui veulent. Jusqu'à un certain point, c'est correct aussi. Là, ça aide à garder un certain équilibre. C'est sans doute la raison pour laquelle ils ne veulent pas de Nolan Arenado. Puis on peut comprendre avec un contrat comme celui-là, c'est quand même assez onéreux. La question que je te pose, ceci étant dit, tu en as regardé des matchs des Yankees depuis le début de la saison. Le prendrais-tu au troisième but? Voyons. Voulez-vous gagner ou vous voulez pas gagner? Puis je vais revenir à mon point que je répète. Oswaldo Cabrera, c'est pas un joueur de tous les jours. DJ LeMahieu revient. Ça va être le même DJ LeMahieu qu'on a vu par les années passées, puis il va se blesser encore une fois. Ça va être difficile. Donc, voulez-vous gagner ou vous voulez pas gagner? Oui, il y a la taxe de luxe. Mais à un moment donné, il va falloir sacrifier un de nos jeunes pour aller chercher un gros nom, que ce soit dans la rotation, que ce soit sur le terrain. Mais on a quand même quelques gros noms dans notre système de filiales. On n'a pas le meilleur système de filiales, mais on en a quelques-uns. Il va falloir faire un sacrifice. Puis il va falloir faire un sacrifice au niveau monétaire aussi. Là. Tu ne peux pas t'appeler les Yankees de New York puis ne pas avoir de joueur de troisième but. Ça ne marche pas. Mm-hmm. Non, ça s'appelle la position a un surnom, ça s'appelle le coin chaud, parce que c'est important. Là. Ben oui, il n'y a pas de surnom pour le deuxième but. Là. Non, le coin froid. Le coin froid. Fait que voilà, bien dit à ce niveau-là. Sébastien, on a quelques questions en attente, donc je suggère d'aller à la période de questions. Matt nous demande, je n'aime pas les Yankees, mais peut-on lui donner le crédit des succès des Yankees depuis le début de la saison? Est-ce que c'est le meilleur frappeur de l'histoire des Yankees et de la MLB? Le nom n'a pas été nommé, mais je pense que tu ne parles pas d'Anthony Volpe. D'après moi, on parle en tout respect pour Anthony Volpe. D'après moi, on parle d'Aaron Judge ici. Écoute, son défi à ce point-ci, là, il ne peut pas résoudre ce défi-là en mai, mais ça va être de performer en séries éliminatoires. Mais pour ce qui est de ses performances en ce moment, à chaque année, on dit on ne peut pas demander mieux, puis ben, finalement, il fait mieux. Là, moi, je pense que je vais l'appeler le bon vin parce qu'il vieillit vraiment bien, Aaron Judge. Ah oui, vraiment. Puis juste avant, là, oui, un petit peu de respect Anthony Volpe, là, il va mieux dernièrement. Là. Là, s'il te plaît, respecte-le. Ouais. Oui, non. Ouais. Mais moi, je le sens à cause de son épaule. Là, oui. Mais son épaule, d'ailleurs. Ah, ben ça va, là. Il est là. Fait que ça doit pas être si pire que ça. Excellent, il va retourner frapper pour 2,25. Non, mais il frappe pour 333, je pense, à ses 10 derniers matchs. Là. Fait que ça replace. Là. Parfait. Bon. Aaron Judge, on dirait qu'il se réinvente, dans le sens qu'on sait qu'il est capable de frapper pour la puissance, qu'il est capable de frapper la longue balle. Mais cette année, ce qui est impressionnant, c'est qu'il frappe pour la moyenne. Il ne va pas nécessairement pour le circuit, il va placer la balle en lieu sûr, ce qui fait que, oui, sa moyenne va monter, mais son OPS aussi. Vraiment, là, ce qu'il est en train de faire cette saison, on ne l'a pas vu par le passé d'Aaron Judge. C'était souvent un strikeout ou un circuit, ou presque, là. Mais là, cette année, c'est vraiment pas ça qu'on voit. Puis ça fait de lui un bien meilleur joueur, un joueur beaucoup plus complet offensivement. Comme tu l'as dit, il devra faire ça au mois d'octobre.
Fait que là, évidemment, la question qui se pose tout naturellement, c'est est-ce qu'il va donner le premier joueur de l'histoire du baseball à finir une saison au-dessus de 600? Parce que au rythme, ça va. Même pas 500, hein, 600. Non, mais tu sais, rendu là. Mais tu sais, sérieusement, il finira pas au-dessus de 400, on le sait, là, c'est presque impossible à faire. Mais moi, ma question, c'est pendant combien de temps on va se demander si c'est possible qu'il finisse au-dessus de 400? Parce que je pense qu'il est là jusqu'à un certain point, là, le défi. Oui, exactement. Puis là, il vient malheureusement de perdre une séquence de coups sûrs qui était assez longue, mais s'il peut continuer à ce rythme-là, c'est plus difficile à un certain moment dans la saison de faire baisser sa moyenne, à moins que ça aille vraiment, vraiment très mal. Là. Il va être capable de maintenir ça. Au début de la saison, la moyenne au bâton bouge tellement d'un match à l'autre que on ne peut pas se fier à ça. Mais plus la saison avance, plus ça se stabilise. Puis là, bien, justement, là, on va se poser cette question-là. Donc, on s'entend, on est juste au mois de mai, il reste beaucoup de baseball. Mais s'il amène ça au match des étoiles, et ça va faire jaser jusqu'à la fin de la saison. Assurément. Matt, ici, qui nous demande est-ce que les Rangers, qui ne semblent plus être l'équipe de 2023 qui avait été champion de la MLB, depuis, ça semble être un club sans âme? Écoute, prends ce qu'on a dit sur les Blue Jays puis mets Rangers à la place parce qu'eux aussi, c'est quand même un problème d'attaque. On a décidé d'amener Brad Boone, le frère d'Aaron, comme entraîneur des frappeurs pour terminer la saison. Ça a été souligné par une performance de 16 coups sûrs à son premier match comme entraîneur des frappeurs. Ils ne maintiendront pas le cap de 16 coups sûrs à tous les jours, évidemment. On ne vous apprend rien là-dessus. Les Rangers, pourtant, c'est une année impaire, là, avec Bruce Bochy qui fonctionne une année sur deux, là, ça devrait être son année. Mais faire sa part, l'an passé, on s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus difficile. Là, cette année, il était supposé remonter. Là, on peut vraiment se demander qu'est-ce qui se passe là-bas. Oui, surtout qu'on avait quand même un bon début de saison. C'était pas extraordinaire, mais on était au sommet de la division comme on les attendait. Mais là, depuis, c'est la catastrophe. Offensivement, il ne se passe absolument rien. Puis c'est pas qu'on n'a pas les éléments en place là, pour que ça fonctionne. Là. On a les joueurs, mais on en retourne au niveau 3A qui sont supposés performer. Les joueurs qui sont là ne performent pas à la hauteur des attentes. Donc, le mouvement de personnel qu'on a fait au niveau de l'entraîneur des frappeurs, je pense que c'est la bonne décision. À un moment donné, il faut un changement d'air, il faut des nouvelles idées qui sont amenées. Je ne pense pas que c'était lui le seul à blâmer, mais certainement qu'il faisait partie du problème parce que ça durait depuis l'an dernier. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas seulement cette année qu'on voit ce qui se passe sur le terrain pour les Rangers. Donc là, j'ai hâte de voir si ce changement va faire une différence, mais il va falloir aussi que les joueurs prennent une partie du blâme et qu'ils se mettent à frapper comme ils devraient, là, parce qu'on a des vétérans dans ce club-là qui savent quoi faire pour gagner, qui savent quoi faire pour produire offensivement. Présentement, on ne le fait pas. Marcus Semien, c'est une des déceptions cette année. Là. Il est habitué d'être premier frappeur. Là, on le voit souvent au 5e rang de l'alignement. Il faut que le retour de Corey Seager change les choses, lui qui revient d'une blessure. Il y a mon père ici qui nous mentionne qu'Abraham Toro est venu en relève comme joueur de premier coussin à la place de Gonzalez. Donc, intéressant. Ça va être un premier match, pas complet, évidemment, parce qu'il ne l'a pas commencé, mais un petit peu plus complet, disons. Puis, Sébastien, en regardant ce qui se passe sur le site de la MLB, j'ai vu qu'en 7e manche, en ce moment, il se passe quelque chose dans le Bronx qu'on ne peut pas dire. Oui. Fait qu'on peut pas le dire, mais toi, tu veux probablement le dire pour essayer de jinxer un petit peu. Un lanceur, écoute, les Yankees n'ont pas marqué de points. Puis si je me fie à l'inscription, ben, d'après moi, ils n'ont pas souvent placé la balle en lieu sûr. Donc, laissons ça comme ça. Peut-être que ça va très mal vieillir pour ceux qui ne nous écoutent pas en live. Mais sinon, voilà. Puis un lanceur, là, on parle de Dylan Cease, qui avait une moyenne au-dessus de 5 là, avant de s'amener dans le Bronx. Pas grand-chose qui fonctionnait comme il voulait. Son taux de but sur balle qui a augmenté, son taux de retrait au bâton qui a diminué. Et là, il arrive à New York, puis a l'air d'un Cy Young. Donc, on va voir s'il va être capable de compléter le travail ou si un petit génie chez les Padres va décider qu'il y a trop de lancers à son compte, puis on va le sortir en 8e manche alors qu'il est en plein contrôle du match. Là. Ben oui, tu sais, à un moment donné, 86 lancés, c'est parce que tu lances dans 5 jours. Là, ben oui, c'est ça. Puis on est au mois de mai, là, c'est important. Ben, OK. Jusqu'à maintenant, nous demande Matt,
le gérant de l'année dans l'américaine, est-ce que c'est Aaron Boone ou AJ Hinch? Pour l'instant, je pense que la réponse ne peut pas être autre chose que AJ Hinch. Ah, certainement, certainement. Ben, tu sais, puis le gérant de l'année, moi, je pense que c'est le gérant de l'année jusqu'à maintenant, puis c'est le meilleur gérant de la Ligue américaine. Selon moi, tu sais, c'est l'équipe la mieux dirigée. Les Tigers, là, on s'entend, c'est pas une formation qui est complète à tous les niveaux, là. Et pourtant, depuis la deuxième moitié de saison l'an dernier, c'est une équipe qui peut battre n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, vraiment, ce qu'AJ Hinch est en train de faire avec cette formation-là, c'est impressionnant. Je ne placerai pas le nom que je vais te dire au-dessus de AJ Hinch parce que pour moi, Hinch est aussi numéro 1. Mais Mark Coetzee à Sacramento mérite aussi qu'on parle de lui. Là. Il a mangé son pain noir durant les dernières années à Oakland. Il était courtisé par d'autres équipes parce que les Aces s'en allaient nulle part. Et là, attention, tu vas être surpris. Là. Les Aces, au moment où on a investi de l'argent dans l'alignement, se sont mis à mieux produire. Mais c'est un peu hasard. Ouais, moi aussi, je pense que c'est ça, évidemment. Là, tu vas chercher un lanceur de premier plan, puis tu vas chercher des joueurs comme ça. Tu prolonges tes jeunes joueurs, mais c'est sûrement pas pour ça que les Aces se mettent à gagner. Au moment où on se parle, les Athletics sont en position de faire les séries. Et je pense que si les Aces font les séries, ben Mark Coetzee va être en nomination parce que je pense, comme on le disait, que c'est le titre de Hinch à perdre, mais Coetzee va être en nomination pour le gérant de l'année dans l'américaine si son club fait les séries, ou même si son club manque les séries par un demi-match ou quelque chose comme ça. Exact, c'est ce que j'allais dire. Même si on est proche, il va être dans la conversation parce que, oui, on a amélioré cette formation-là, mais encore là, on parlait des Tigers tantôt. Les Aces, c'est encore pire. Là, on n'est pas encore... On progresse bien. Ce qu'on fait chez les Aces présentement, c'est très bien, mais on n'est pas encore rendu au niveau où on est supposé participer aux séries éliminatoires. Si ça arrive, ça va être tout un bonus, mais on n'est vraiment pas là. Donc, si on s'en approche, ça va être un accomplissement qui va mériter une place parmi les candidats au gérant de l'année. Il y a Matt qui nous rappelle qu'on n'a pas le droit de dire Sacramento pour les Aces. Ah, mais on va tellement le dire pareil. Là. On a un trouble de l'opposition là-dessus, donc on va faire exprès de dire Sacramento. oui. Puis tu sais, les Aces de Sacramento. On ne dira pas juste Sacramento, c'est les Athletics de Sacramento. Oui. J'ai vu même, je me demande si c'était pas sur le site des Aces ou que je me suis ramassé pour aller voir la charte de profondeur ou quelque chose comme ça. Puis c'est marqué quelque chose comme Ace in West Sacramento. Puis c'est comme, hey, rendu là. Tu joues là, t'as une page de Sacramento. Je sais que t'as une page de Vegas l'autre bord, mais comme, t'as une page de Sacramento. À quoi tu joues, là? Tu bernes qui? Il y a qui regarde ça? Qui regarde le classement, là? C'est marqué Detroit Tigers, Seattle Mariners, New York Yankees, Cleveland Guardians, Kansas City Royals, Athletics, Houston Astros. Tu bernes qui, là? Les gens qui le savent pas, ils vont juste plus aller voir où est-ce qu'ils vont jouer, là. Fait à quoi tu joues? Avoue que ça fait juste suite à tout ce qui s'est passé à Oakland. Là. Non. C'est juste la suite de l'épisode. Puis, tu sais, les partisans des Aces à Oakland ont été malmenés. Puis là, c'est la suite des choses. Imagine-toi cette équipe-là bien gérée. Je peux pas. Je sais, c'est très, très difficile. Ça, on ne parle pas de gérant ici. Là. On parle bien géré. Non, exactement, au deuxième étage. Le clown en haut. Là. Oui, le clown, oui. Hey, on va frapper sur le mauvais clou, mais c'est pas grave parce que ça me tente. Tant qu'à s'appeler juste les Athletics, là, il aurait pu s'appeler les Aces de la Californie ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Il y a eu les Seals de la Californie. Il peut bien avoir les Aces de la Californie. Il y a eu les Angels de la Californie, de Los Angeles, d'Anaheim, de tout ce que tu voudras. Oui, voilà. Il y a comme 8 noms et quart, là, donne-en un. Là. Oui, Los Angeles Angels of Anaheim. Là. Oui, bravo. Ça aussi, c'était champion. Là. Oui. Mais tu sais, juste Los Angeles Angels, là, ça parle beaucoup espagnol dans ce coin-là. Là. Oui. Los Angeles, là, je ne sais pas si tu le sais, là, mais ça veut dire les anges. Là. Fait que c'est les anges et les anges. Là. C'est quand même un drôle de nom pour un club qui, excuse-moi, là, ne joue pas à Los Angeles. Oui, il y a ça aussi. Oui. On en parle-tu de ça? Il ne joue pas à Los Angeles. C'est quoi ce besoin hein, de s'associer à Los Angeles alors que tu peux être... Tu n'es pas obligé, il y en a déjà un club qui est là. Non, je pense qu'il est quand même assez bien établi à Los Angeles. Oui, puis pour vrai, les gens d'Anaheim, je pense qu'ils seraient contents là, que tu mettes leur nom. Ben, je sais pas. Hein? Comme les gens de Sacramento, d'après moi, ils seraient contents aussi. Là.
Oh Ça ne boy. durera pas, mais au moins pour le temps que ça passe. Ben, c'est ça. Puis là, juste Cody Bellinger vient de briser ce qu'il ne fallait pas qu'on dise qui allait arriver. En fait, là, on peut le dire, il n'y aura pas de match sans point ni coup sûr. Et voilà, oui. Voilà. Une longue. Fait que Sébastien, sur cette montée de lait tout à fait planifiée et nécessaire sur le nom des Aces et des Angels, on va mettre fin à l'épisode. Donc, merci à Matt pour ta question sur les Aces qui nous a craqué pour absolument aucune raison. Donc, merci à tout le monde de nous avoir posé des questions, de nous avoir écoutés en live sur Facebook, sur X et sur YouTube. Votre engagement est très, très, très important pour nous parce que ça donne un sens au podcast qu'on fait en live. Et Sébastien, ben, pour ceux qui veulent nous écouter dans un format de podcast plus traditionnel, c'est possible de le faire. Oui, exactement. Puis juste pour renchérir, si vous n'êtes pas là à nous écouter, on ne serait pas là, puis on ne continuerait pas à faire ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment apprécier votre présence puis vos interactions avec nous. Là. Vraiment, c'est ce qui nous nourrit. Puis on va placer cet épisode-là qu'on vient d'enregistrer sur toutes les bonnes plateformes, sur notre site web qui est notre endroit principal pour nous suivre. Donc, vous pouvez aller nous suivre sur toutes nos plateformes, aller liker, vous abonner. Mais vraiment, ça se passe au passionmlb.com où toute l'actualité du baseball majeur est traitée. Tu vois, il y a Benoît qui vient de nous dire super ce rendez-vous hebdomadaire. Là, je sais pas. Ben, c'est ça qu'on veut, justement, une place à chaque semaine où est-ce qu'on peut venir jaser de balles. Donc, merci d'être au rendez-vous. Merci, Sébastien, d'avoir été là encore une fois cette semaine. Et ben, nous, écoute, on vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se retrouve la semaine prochaine.